C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une consolidation de marché qui se poursuit actuellement en Europe, aux États-Unis, avec une baisse sur les grands indices boursiers majeurs de plus d'1%, d'1,5%. Même si on regarde les indices européens précisément. On reste dans une logique de consolidation après des records historiques ou récents qui ont été marqués il y a une semaine à peine pour les indices européens notamment, avec un petit retour de stress. On voit l'indice de volatilité du marché américain qui était encore sous 17 il y a quelques heures, qui repart assez violemment à la hausse sur la séance du jour, avec un VIX qui remonte au-delà de 20. La situation bancaire aux États-Unis continue d'alimenter le stress des investisseurs, on va le dire comme ça. Ce sera un sujet de conversation qu'on pourra avoir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis bien sûr, regain de prudence et de vigilance avant les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine demain soir et de la Banque centrale européenne jeudi. Des décisions sous contrainte entre la persistance de l'inflation, les questions de stabilité financière et les questions macroéconomiques également, avec une faiblesse de la demande finale privée en zone euro qui a été étayée par la publication des premières estimations de croissance trimestrielle, étayée également ce matin concernant la demande de prêts de la part des entreprises par les dernières enquêtes auprès de l'industrie bancaire qui ont été publiées pour le mois d'avril. Tout ça donne évidemment un cocktail un peu flou peut-être pour les prochaines heures et les prochains jours sur les marchés. Nous en parlerons très largement avec nos invités dans quelques instants. Et puis parmi les sujets de préoccupation également, la question de l'immobilier. Nous focaliserons sur le marché immobilier en fin d'émission dans le quart d'heure thématique avec l'angle spécifique des SCPI, une classe d'actifs qui a énormément progressé depuis 10-15 ans, en France bien sûr, mais plus généralement en Europe. Les SCPI sont devenus évidemment un produit standard, un produit clé même de l'allocation d'actifs pour les épargnants particuliers notamment. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser sur ce marché de la pierre-papier qui est en train de vivre, comme beaucoup d'autres classes d'actifs, un stress test en temps réel avec le choc monétaire et les questions de liquidité également qui peuvent se poser pour ces produits. Nous en parlerons avec le président du directoire de Sofidy qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les éléments de marché, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen. Et c'est une glissade qui s'accélère un peu aujourd'hui pour les indices boursiers en Europe avec une baisse de plus de 1% et même de 1,5% en moyenne pour les actions européennes ce soir. Oui, la plupart des bourses européennes reculent. Wall Street commence la séance dans le rouge. La vigilance devrait rester le mot d'ordre jusqu'à au moins mercredi soir avec le communiqué de politique monétaire de la Fed. D'après une enquête Reuters, la Banque centrale américaine devrait relever le taux des Fed Funds d'un quart de point. Il pourrait s'agir de son ultime hausse dans ce cycle, notamment du fait de l'opposition entre les démocrates et les républicains quant au relèvement du plafond de la dette cumulé aux secousses dans le secteur bancaire. Et puis jeudi, ce sera au tour de la BCE de statuer. Ici, le consensus anticipe une hausse de taux limitée à 25 points de base. Dans ce contexte, on remarque que le dollar monte un peu face à l'euro et puis les prix du pétrole évoluent en légère baisse. Du côté des indicateurs, plusieurs données d'importance ont été publiées ce matin en zone euro, Alix, dans la perspective de la réunion de la BCE ce jeudi, à commencer par le rapport sur l'inflation du mois d'avril qui montre un léger ralentissement à la marge de l'inflation sous-jacente. Et oui, d'après la première estimation publiée par Eurostat, la hausse des prix dans la zone euro s'est accélérée, mais l'inflation sous-jacente a enregistré un ralentissement inattendu. Comme anticipé, l'indice affiche une hausse de 7% sur un an. L'inflation de base est passée à de 7,5% à 7,3%. Autre donnée publiée ce jour, on apprend que le ralentissement de l'activité industrielle s'est accentué en avril, selon les résultats des
définitive de l'enquête publiée par S&P Global. Le secteur manufacturier en zone euro s'est contracté, mais moins qu'anticipé. Les coûts des matières premières ont quant à eux baissé à leur rythme le plus élevé depuis près de 3 ans. L'indice du secteur est ressorti à 45,8. Et puis, toujours en zone euro, c'est un nouveau ralentissement du crédit aux entreprises, et ce, pour le 5e mois consécutif. La croissance des prêts aux entreprises est tombée à 5,2% en glissement annuel. Celle du crédit aux ménages a également ralenti et passe à 2,9%. Côté micro, on notera aujourd'hui la baisse marquée de Total Energy qui pèse lourdement sur la performance négative du CAC 40. Et dans le sillage de BP à Londres, dont le titre dégringole, si le groupe pétrolier britannique a renoué avec les profits, hors élément exceptionnel, le bénéfice ajusté ressort à 5 milliards de dollars contre plus de 6 milliards un an plus tôt. Cette baisse s'explique par le recul des prix des hydrocarbures, ayant elle-même provoqué la réduction de sa génération de trésorerie. À Londres, HSBC bondit. La banque fait état d'un triplement de son bénéfice, ce qui lui permet de reprendre le versement d'un dividende trimestriel, et ce, pour la première fois depuis 2019. Enfin, on notera sur le marché américain que Uber se distingue très favorablement aujourd'hui. Et oui, l'entreprise annonce des résultats bien au-dessus des attentes, avec entre autres un bond de 29% de ses revenus. Uber encaisse une perte moins élevée qu'anticipée. Les réservations brutes pour l'activité de mobilité ont augmenté de 40% d'une année sur l'autre. L'activité de livraison de nourriture, Uber Eats, enregistre pour sa part une augmentation de 8% des réservations brutes. Le nombre de clients actifs a également bondi de 13% par rapport à l'année précédente. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous en plateau, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Thierry Leclerc nous accompagne également, le président d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Véronique Riche-Flores à nos côtés. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous aussi, économiste indépendante et présidente de RF Research. Commençons justement avec la séquence de décisions de politique monétaire. La Fed entame sa réunion de 2 jours aujourd'hui, décision attendue demain soir, puis dans son sillage la décision de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Que dire des enjeux, Véronique? On a eu beaucoup de données économiques ces derniers jours, des développements bancaires également encore ce week-end aux États-Unis. L'enjeu pour la Fed, je le résume en disant qu'il faut que la Fed finisse le travail proprement. Oui. Idéalement, la BCE aussi, on aura envie de dire. Mais oui, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui conduit finalement les uns et les autres, à peu près le consensus, à attendre un petit mouvement d'un quart de point pour terminer le travail. Toute la question étant de savoir si, d'abord, s'ils vont effectivement faire un quart de point, mais bon, là, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous conduisent tous à envisager ce dernier mouvement. D'abord, on a une réunion trimestrielle. Normalement, c'est pas le moment où on change de braquet. La Fed a remonté ses taux d'intérêt à l'occasion de la crise bancaire, quand même. C'est pas pour nous dire 6 semaines après, ouh là là, il faut qu'on arrête très vite. Du côté de l'économie américaine, on a eu un chiffre de PIB qui était pas bon, d'apparence, excellent dans le détail, une fois qu'on avait corrigé des stocks, où finalement personne n'aurait attendu, notamment ces chiffres de consommation qui résistent. Ouais. Pour l'instant, le marché de l'emploi n'a pas non plus donné de signaux particuliers. Donc, c'est vrai qu'on a des risques de récession qu'on voit monter en puissance quelque part pour la fin de l'année. Bon, enfin, pour l'instant, le constat... Alors, il ne manquait plus que la cerise sur le gâteau hier, l'ISM manufacturier qui repart avec une opinion sur les prix qui est la plus haute depuis juillet. Bon. Même l'immobilier donne des signes de stabilisation dans un moment difficile pour l'immobilier. Dans un moment difficile, mais où on voit que finalement, la baisse des taux longs qui a eu lieu là, ces dernières semaines, enfin jusqu'à il y a quelques temps, eh bien... a immédiatement redonner un petit peu d'oxygène. Donc, vous êtes banquier central, vous dites waouh, alors si j'arrête là, qu'est-ce qui se passe derrière? Je suis obligé de revenir dans 6 mois Donc, voilà, forcément, on va essayer d'avancer. À côté de ça, et ça, c'est la grande inconnue, peut-être, en tout cas l'endroit où on a le plus de questions, qu'est-ce qui se passe du côté bancaire? Où en est-on des effets de cette crise bancaire? Où on voit que le crédit se resserre, c'est indéniable. Est-ce que c'est un effet one-off, quelques semaines?
qui serait assez logique et pas très surprenant, et puis que tout peut se remettre d'aplomb une fois ce petit coup de stress passé. Est-ce qu'il y a des éléments plus profonds? En fait, je pense qu'on attend tous la Fed également un petit peu sur ce point-là pour avoir des éclairages. Mais on a l'impression aujourd'hui que dans la balance, c'est plutôt en deuxième position. Ça, c'est la première chose, donc 25 points de base pour terminer le job. Alors, si c'est pour terminer le job, on se dit, ils vont nous dire qu'ils sont en train de terminer le job. Et c'est là qu'on se dit, c'est peut-être un peu tôt pour penser qu'ils nous le disent, parce qu'effectivement, ils vont préférer sans doute se réfugier, d'abord nous expliquer pourquoi ils font encore 25, etc. Ça va prendre un peu de temps. Et puis peut-être nous dire, bon, bah, attendons nos prévisions, mises à jour, notre scénario du mois de juin. Ça leur donne un peu de latitude dans un environnement qui, très honnêtement, est quand même pas des plus lisibles. C'est très opaque, donc je pense que ce serait le bon sens. Le marché, alors, du coup, le marché va être très attentif au ton, forcément. Ah oui, mais le wording sur l'inflation, est-ce qu'il est vraiment dans la direction d'une dernière hausse ou est-ce que... Parce que si la Fed dit dernière hausse, le marché, lui, va entendre baisse de taux à venir. Exactement. Et ça peut, ça peut être un put très fort pour le marché, je pense, compte tenu du contexte. Et anticiper baisse de taux à venir. Et ce qu'on voit, c'est que la baisse des taux longs va complètement à revers de ce que souhaitait la Fed. Et ils bataillent sur ce point-là depuis pas mal de temps. Donc, ils n'ont probablement pas envie d'en rajouter à ce moment-là. Pour l'anecdote, alors ça fait partie des banques centrales qu'on suit dans le monde développé, la Banque centrale d'Australie, qui est quand même une banque centrale de rang inférieur par rapport aux banques centrales G7. Ça fait déjà quelque temps qu'elle essaye de vendre une pause aux investisseurs. Ce matin, la pause a été trahie. C'est-à-dire que contrairement à ce que le marché anticipait, statu quo, la Royal Bank of Australia a été obligée de remettre encore un 25 points de base de hausse de taux sur la table. Ce sont ces banques centrales de second rang, mais qu'on aime bien regarder. Bah oui. On se souvient, il y a des lendemains un peu lointains de crise financière où elle avait été la première à remonter ses taux, rappelez-vous. Je ne sais plus si c'était en 2010 ou 2011, enfin bon bref. Et il y a des banques centrales comme ça qui sont bien suivies par le marché. Et de fait, la même problématique, oui, l'inflation donne tous les signes, nos modèles nous montrent tous que l'inflation va fortement baisser, mais là, le sous-jacent, ces effets de second tour, est-ce que vraiment on est certain qu'ils vont suivre et le risque, c'est de relâcher un peu trop tôt et de laisser trop de place à ces effets de second tour. Donc, je pense que tout un chacun serait face au même dilemme si on avait les commandes, et heureusement qu'on les a pas d'ailleurs. Mais ils auront entre leurs mains le Senior Loan Officer du mois d'avril, qui sera peut-être publié que la semaine prochaine pour le marché, les participants de marché, mais la Fed l'aura sans doute en main pour son meeting, qui est en cours d'ailleurs au moment où on se parle. Christian, peut-être que c'est la dernière hausse de taux. En tout cas, c'est pas la décision la plus facile que devra prendre la Réserve fédérale américaine depuis le début de son cycle de resserrement. Bon, ils vont dire encore une fois qu'ils sont data dependent, qu'ils dépendent des données. Donc c'est pour ça que je rejoins totalement les propos précédents. C'est-à-dire qu'ils vont forcément ne rien dire sur la suite. Ça serait une erreur même de le faire, parce que de toute façon, ils peuvent être pris très, très clairement à contre-pied pour la prochaine réunion, et donc c'est pas le moment de changer de discours. Les 25 sont inscrits sur le marché, donc ça serait le pas le faire, ça pourrait remettre de l'incertitude et de l'anxiété. Faire plus, j'y crois pas non plus, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup déjà, et justement faire plus, ça relancerait les craintes sur le secteur bancaire en disant ils vont encore en plus en difficulté, donner des difficultés. Donc le mieux, c'est de faire ce qu'on a dit, et puis derrière rester très vague, ne rien dire. Alors c'est vrai que ça va être long pour M. Powell, de rien dire pendant 45 minutes. Bon, il est capable. Il est bien payé pour ça, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de... Il est capable de le faire. Mais après, c'est vrai que le gros problème aujourd'hui, c'est que les scénarios sur l'économie américaine sont ouverts, objectivement. Alors on a tous des scénarios, on fait tous mais c'est plus des scénarios que des prévisions. Et si on s'appuie aujourd'hui sur les dernières données, on a des données, comme toujours, puisqu'on est dans une phase un peu à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont très positives, d'autres qui sont beaucoup plus négatives. Dans les principaux éléments de risque et de risque de récession, c'est naturellement ce qui se passe aujourd'hui sur les petites et moyennes banques. Et là, il y a un vrai risque quand même. Il ne faut pas le sous-estimer à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé je dirais que c'est même peut-être plus inquiétant ce qui s'est passé durant ce week-end. First Republic ? Oui, First Republic, parce que ça montre qu'une banque aujourd'hui n'arrive pas à être viable au regard des contraintes aujourd'hui qu'on a sur les petites et moyennes banques. Juste pour rappeler, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une banque qui a des sorties de dépôt
Et en gros, quand ils ont publié leurs résultats la semaine dernière, ce que nous a dit le directeur financier, c'est que dans leurs dépôts aujourd'hui, il n'y a que des dépôts de gens qui sont sous la garantie de la FDIC. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui veut déposer de l'argent chez eux qui ne soit pas garanti par la FDIC. Au-delà de 250 000. Au-delà de 250 000. D'où l'idée que ce week-end, que la FDIC remonte un peu ce plafond pour un peu laisser un peu de souffle aux banques régionales. Mais ça montre qu'il y a quand même une vraie défiance de la part des entreprises et des ménages. Donc ça n'a pas disparu comme ça. Sur les marchés, ça a disparu, mais pas dans le comportement. Et tout le monde a gardé en tête qu'il y avait un risque de faillite bancaire. Et donc, on ne veut pas laisser trop dans ces banques-là. Et puis, deuxième chose qui était très importante, c'est qu'ils nous ont dit que ça leur coûtait très cher, ces retraits de dépôt, puisqu'ils étaient obligés de se refinancer auprès de la Banque centrale américaine. Alors certes, il n'y a pas de crise de liquidité. Ils n'ont pas fait faillite parce que d'un seul coup, ils n'avaient plus de liquidité. Mais maintenant, ils achètent les liquidités à 5 et demain à 5,25. C'est le prix de la liquidité. Donc, voilà, et ça leur coûte très cher. Et là, on s'aperçoit à ce moment-là que ça devient très très difficile pour cette banque d'être rentable. Et là, on ne tombe pas sur un problème de liquidité. Oui, il n'y a pas une faillite immédiate, mais on tombe dans un problème de solvabilité, de business model. Et on s'aperçoit aujourd'hui que peut-être, et je vais pas citer les noms parce qu'on ne sait pas, et puis il va falloir peut-être revenir, mais il y a des business models de pas mal de petites banques américaines qui sont peut-être en train de sauter en ce moment. Alors, la bonne nouvelle, c'est que M. Diamond nous a dit on est prêt à racheter, on est prêt à faire la consolidation. Il est gentil, mais globalement, ça veut dire qu'on est très très loin de sortir de cette crise bancaire. Alors, je sais que le marché... C'était le débat hier, il y avait une grande conférence financière à Beverly Hills, Californie, organisée par le Milken Institute, beaucoup de grands financiers, des patrons de banques. C'était très tranché. Alors évidemment, le patron de JP ou la patronne de Citi disent, voilà, First Republic, c'est le dernier canari, ça y est, le sujet est réglé, circulez, tout va bien se passer. Et puis pour beaucoup d'autres financiers, c'est que le début. C'est que le début. Parce que le début d'une série d'événements, sans que ce soit forcément des événements systémiques, mais qui vont encore se matérialiser devant nous. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un business model de banque qui est en train d'être remis en cause. Alors, je ne vais pas faire le... c'est pas dire que ça sera mal géré, ça peut être très bien géré, ça fera une consolidation. On va encore avoir des plus grosses banques américaines en sortie, ce qui n'est pas rassurant pour l'avenir, mais au moins, je dis que ça va être géré, mais c'est un vrai problème. Et puis derrière, c'est un problème surtout pour le financement de tout ce qui est crédit immobilier commercial. Et ça, franchement, les grandes banques, elles vont pas se battre pour prendre des parts de marché des petites banques sur ce segment de marché, parce que c'est des crédits à risque, c'est des crédits qu'on sait qu'il va y avoir des défauts importants, qu'il y a des taux de vacances importants dans tous ces locaux. Donc là, il y a un vrai risque aussi de retournement là-dessus. Donc il y a quand même ce facteur à prendre en compte. Et là où je vais dire, la Fed est un petit peu responsable, parce que plus elle monte ses taux d'intérêt, plus elle rend forcément ce risque-là beaucoup plus prégnant pour les petites et moyennes banques. Donc oui, elle a rappeler, plus la Fed monte ses taux, plus les produits monétaires de court terme, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, sont intéressants en termes de rendement avec un risque très très limité, on va le dire comme ça. On parlera peut-être du risque de défaut des États-Unis d'ici quelques semaines. Et donc en fait, ça entretient une spirale, mais en fait, du point de vue de l'épargnant qui agit de manière très rationnelle. Mon produit bancaire n'est pas rémunéré, j'ai pas besoin de bloquer mon argent pendant 6 mois, ou j'ai pas besoin d'avoir à disposition cet argent pendant 6 mois, là, je vais le mettre sur un produit monétaire. Juste pour vous donner, le taux moyen de rémunération des dépôts en banque aux États-Unis, c'est 0,40. Donc quand vous avez un taux sans risque dans une SICA monétaire qui est à 5 ou demain à 5,25, ça va être quand même, ça vous invite quand même à faire un petit mouvement sur votre smartphone pour faire déplacer l'argent. En Europe, Deutsche Bank a monté la rémunération de ses comptes courants à un peu moins de 2,5%. Je crois que ça a été annoncé ce week-end. Et 2,5%, on est déjà très en dessous de ce qu'on peut trouver sur des produits sécures monétaires. Je pense on aura un deuxième effet qui sera sur la rentabilité des grandes banques américaines qui vont devoir remonter les taux de dépôt. Sur ce phénomène, Thierry, First Republic, on a du mal à croire que ce soit le dernier événement d'une crise des banques régionales américaines qui a commencé il y a un peu plus d'un mois maintenant, avec cette question du dépôt, de la concurrence des produits monétaires face aux produits bancaires aujourd'hui. Mais ce schéma de concurrence, on le retrouve partout, en Europe également. Oui, vous avez tout à fait raison. Après, l'amplitude quand même de la crise qu'on vit actuellement est quand même majeure. Puisque là, les 3 faillites les plus importantes, donc SVB, Signature et First Republic, donc ce week-end, ça dépasse en dépôt, ça dépasse 500 milliards de dollars, et c'est supérieur aux 25 banques qui avaient fait faillite en 2008. Donc c'est quand même c'est normal que tout le monde tousse un peu, regarde ça. Après, votre question de savoir est-ce qu'on est à la fin, au début de la fin du début, j'en sais personne ne sait rien. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même les gros acteurs
qui sont là et qui ont l'air très sereins, et c'est assez normal parce que ils ne sont pas confrontés. Enfin, à un moment, les dépôts, oui, il y a la concurrence des produits monétaires, mais bon, une banque, vous en avez quand même besoin dans tous les cas de figure. Et donc, les grandes banques, elles ont eu des afflux massifs de dépôts là, ces dernières semaines. Ouais. Oui, c'est ça. La fuite des dépôts vient après une période 2020-2021 qui a été une vraie explosion des dépôts bancaires avec les chèques distribués, etc. Il fallait bien mettre cet argent quelque part. Exactement. Donc, il y a quand même, moi, je ne vois pas d'inquiétude pour le système bancaire américain à ce stade. Après, c'est sûr qu'on secoue quand même un beau chiffon rouge là devant tout le monde, donc c'est normal, à nouveau, d'être prudent. Mais voilà, les grands acteurs sont là pour le moment, assez sereins. Bon, voilà, même Jimmy Dimon, il a l'air d'être dans un fauteuil. Alors, il y a juste un petit sujet, il récupère des masses de dépôts pour rien. Hein. Il n'a pas besoin de les payer, on lui apporte. Donc, par contre, leur part de marché sur les dépôts a aujourd'hui dépassé les 10%. Donc là, la FDIC a donné son aval de manière un peu exceptionnelle. Mais bon, sur les prochaines opérations, a priori, ça ne sera pas du côté de JP, s'il y en a. Voilà. Ça pose la question, alors peut-être plus lointaine, plus prospective, de ce fameux risque too big to fail. C'est-à-dire que, et on l'a vu idem en Suisse, c'est-à-dire que pour résoudre Crédit Suisse, il faut en passer par un rachat d'UBS, UBS plus Crédit Suisse, qui sont quand même des banques systémiques majeures. Alors peut-être pas autant que JP Morgan, peut-être pas autant que BNP Paribas dans la classification des autorités de régulation, mais quand même, on crée un ensemble qui pèse 2,5 fois, 3 fois peut-être la taille de l'économie suisse. Non mais on est coincé. Enfin, après, il y a pas, la situation, on la changera pas comme ça dans les prochaines années. Donc il faut faire avec, il faut éviter que ça saute, tout simplement. Donc c'est ce qui est fait. Mais je pense qu'il faut quand même rester assez serein. Il n'y a pas d'inquiétude majeure. Enfin, à nouveau, il n'y a pas de risque systémique. Là, aujourd'hui, c'est important, c'est monitoré. Demain, la Fed va, je pense, rentrer un peu plus dans le détail. Elle est attendue là-dessus. Mais on n'est pas surinquiet là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez vu, le VIX, comme vous l'avez signalé, a baissé quand même depuis un mois. Oui. Alors là, il rebondit, c'est normal, il y a de la tension. Mais si on était vraiment dans un climat hyper anxiogène, je pense que l'indicateur VIX nous le ferait, le détecterait, nous le signalerait. Christian, pour traiter cette situation bancaire, oui, il n'y a pas d'autre moyen que d'en passer par les grands acteurs du secteur, JP ou d'autres, et donc forcément de renforcer le côté too big to fail de ces banques-là. C'est la seule solution. C'est le moindre mal. C'est un moindre mal parce que de toute façon, c'est ça, ou alors c'est le contribuable ça le coûte encore plus cher au contribuable, quelque part. Donc non, ce qu'il faudrait, c'est après durcir véritablement la réglementation et faudrait idéalement, quand tout va bien, qu'il faudrait véritablement se préoccuper de la taille des banques et commencer à limiter la taille de leur bilan. Mais on ne le fera pas. On le sait qu'après, on ne le fera pas parce que si on limite la taille de bilan des grandes banques sur une banque qui a un gros poids dans le financement de l'immobilier ou de les crédits à consommation, ça veut dire que vous bloquez la croissance. Donc on a un vrai problème derrière de retour en arrière. Mais idéalement, c'est pas quand il y a la crise qu'il faut agir. Il faudrait agir une fois qu'on a passé la crise, et c'est là qu'il faudrait que la Banque centrale américaine dise vous êtes trop gros, vous avez une taille trop importante des dépôts, donc on vous force à réduire la taille de ces dépôts en limitant votre action. Mais ça ne se fera pas. Donc on va forcément à terme sur quelque chose de beaucoup plus dangereux à terme. Mais on verra comment la régulation s'adapte. Enfin, il y aura peut-être quand même une vague. La seule solution, c'est de mettre une réglementation encore plus contraignante qui pèse sur la rentabilité des grandes banques et qui les force finalement un peu à se limiter leur taille. Mais c'est pas gagné. Véronique, à propos de petits montants, il y a la question du plafond de la dette aux États-Unis qui vient un peu percuter tous les sujets dont on discute tranquillement dans l'attente de décisions de politique monétaire. Non, mais c'est ce qu'on constate tous depuis quelques jours. Le marché nous dit que c'est plus grave que d'habitude, plus grave même que l'épisode de 2011 qui avait conduit alors Barack Obama à déverrouiller la situation à 48 heures du défaut technique possible des États-Unis en plein mois d'été 2011. Cette situation quand même de stress avait amené ensuite S&P, l'agence de notation, à dégrader. Le triple A américain, on s'en souvient tous,
Bon, cette voilà, fois-ci, il Fitch, semble que ce soit plus grave. Fitch s'est vengé sur la France. Voilà, donc c'était. Je rappelle juste, quand on a dégradé le triple américain, qu'est-ce que les investisseurs ont fait? Ils ont acheté de la dette américaine. Donc, non, mais je trouve le paradoxe est quand même intéressant à souligner, parce que c'est vrai que si on parle ces temps-ci de risque de défaut, c'est pas trop en France quand même, c'est plutôt... bon. Alors après, cette situation, est-ce que c'est grave? Quand on lit, moi je l'ai pas écouté, mais je l'ai lu, Janet Yellen, on se dit, waouh, quand même, elle y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Elle tire quand même de gros signaux, et elle est préoccupée. La situation politique est complètement bloquée. Donc effectivement, les recettes publiques sont pas au rendez-vous, donc ça coince, et on connaît malheureusement ce système. Effectivement, s'il n'y a pas de transaction, d'accord politique, il y a défaut. Voilà, l'État américain ne peut plus. Et alors, donc le plafond et la X-date, comme ils disent, la date X, est fixée autour du 1er juin. Par autour du 1er juin, effectivement, avec des implications. Alors, il y a déjà eu un barrage, et puis la vérité, c'est que d'ores et déjà, les plans Biden pour stimuler l'IRA et les investissements, etc., est gêné aux entournures. Donc, ça peut finir par avoir, pour l'instant, on ne le voit pas trop, hein, mais ça finira, si ça continue, par avoir des conséquences économiques réelles. Et puis, potentiellement, un gros stress à un moment donné, début juin, effectivement, si on ne débloque pas cette situation. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude, effectivement, quand en général 2-3 heures ou 24 heures avant la deadline, il se passe que les choses s'améliorent. Est-ce que du coup on se repose un peu sur nos deux oreilles? Je ne sais pas si on a raison ou si on sous-estime un risque réel. Toujours est-il que la situation est extrêmement tendue. Et ça veut dire qu'également, à un moment où l'implication des politiques publiques dans la croissance économique est quand même décisive. Ouais. C'est vraiment là, on a du mal à attraper, à préciser les choses, mais on sent bien que c'est là que ça se joue. C'est comme ça qu'on a maintenu la croissance à flot aujourd'hui, ces derniers trimestres en Europe. C'est parce qu'on pense que l'Europe va continuer et qu'on arrive à maintenir des prévisions à peu près correctes. Et aux États-Unis, ça embraye aussi. On l'a vu aussi avec les chiffres du PIB. Les dépenses publiques, c'est à peu près 5%. C'est pas grand-chose. Il y a l'investissement public. Et puis, il faut regarder dans le détail. Et puis, on s'aperçoit que finalement, il y a quand même une présence également très importante. Et donc, ça commence à faire beaucoup. Si dans les perspectives qui sont déjà très fragiles aux États-Unis, on rajoute une incertitude budgétaire aussi menue soit-elle, si je peux dire, c'est un sujet. On peut imaginer qu'un compromis politique qui déverrouillerait la situation passerait de toute façon par un coût en matière de dépenses publiques pour les États-Unis. Et oui. Quand je dis coût, réduction. Hein. Une réduction, effectivement, et donc on les connaît bien. Ce sont des réductions des dépenses sociales, mais les dépenses d'investissement, notamment dans tout ce qui a été mis sur pied pour accélérer la transition environnementale, et qui compte beaucoup, bien évidemment, comme perspective d'investissement et de soutien à l'activité de manière un peu plus structurelle. Donc oui, c'est un point majeur, peut-être pas forcément un point de crise, on verra, mais c'est un point essentiel, effectivement, me semble-t-il, alors qu'on peut relier d'ailleurs au moment de défiance à l'égard du dollar, et puis aux manipulations des briques de la Chine derrière, qui effectivement fait tout pour savonner la planche au billet vert et laisser penser que ce qui n'est pas faux d'ailleurs, les fondamentaux du dollar sont quand même absolument pourris. Mais voilà. Ouais, il a déjà baissé le dollar un peu sur le plafond de la dette, Christian, l'éternel sujet, mais encore une fois, qui semble être un peu différent. Qui semble différent parce qu'il y a un vrai problème politique quand même, parce que je vous rappelle qu'il y a une loi qui a été votée la semaine dernière par la Chambre des représentants, qui est à majorité républicaine, mais que même le speaker républicain a eu énormément de mal à réunir l'ensemble des voix des républicains. Donc, speaker républicain qui avait eu besoin de 15 ou 17 tours de vote pour être élu speaker de la Chambre après les midterms. Donc sa faiblesse était déjà originelle, on va dire. Et si on regarde dans le détail, c'est que les républicains, entre eux, n'étaient même pas d'accord du tout avec ce texte. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit je veux pas du texte parce qu'on est en train de couper des dépenses et mon État va être plus affecté que les autres. Donc eux-mêmes ne sont pas d'accord sur des économies qu'il faut faire. Et puis de l'autre, il y avait tous les Trumpistes qui adorent
adoreraient qu'il y ait un défaut pour finalement relancer leur candidat. Donc il y a un vrai problème derrière, pour dire, hein, parce que naturellement Trump dirait que c'est M. Biden qui est à l'origine de tout ça. Donc on voit qu'il y a déjà une majorité républicaine qui est hyper fragile. Alors, et derrière, on a les démocrates qui ne sont pas du tout prêts à voter, puisque derrière ce que proposent aujourd'hui les républicains, et pour vraiment réussir à rassembler tous les républicains, il est obligé de couper drastiquement les dépenses, et ça remet en cause toute la politique de Biden, qu'il a menée depuis qu'il est arrivé. Donc on est véritablement dans une impasse. En plus, Biden vient de dire qu'il se présentait aux élections, donc c'est pas le moment. Donc non, vraiment, il y a un vrai souci à se faire, parce qu'on a quand même des extrémistes là-bas, et qui sont capables véritablement de mettre le bazar. Alors, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que ne l'oublions pas, et on va reboucler sur le sujet précédent, c'est qu'on a besoin que le Trésor aide les banques, parce que je vous rappelle qu'il y a eu 13 milliards de sorties ce week-end en carnet de chèques de la part de Madame Yellen pour sauver First Republic Bank, hein, parce que les banques, elles veulent bien se racheter, mais elles ne veulent pas prendre le risque, donc elles laissent quand même à l'État fédéral d'éponger les dettes. Donc globalement, il y a quand même un vrai risque aujourd'hui aussi, parce que derrière, si l'État fédéral est bloqué, on augmente le risque bancaire aussi. Donc vous voyez que l'histoire est loin d'être finie. Et là, ça promet quand même pas mal de surfroid encore. Et puis, dernière chose, M. Biden fait tourner l'horloge. Et il a dit qu'il rencontrerait les représentants, et puis le 9. Ouais. Bah, le 9, si Mme Yellen nous a dit que c'est le 1er juin la date limite, ça laisse pas beaucoup de temps pour trouver une solution. Donc on voit qu'il laisse exprès tourner l'horloge en se disant, à la fin, ils vont tellement avoir une pression qu'on va tout accélérer et ça sera signé à temps, mais il n'est pas à l'abri qu'il y ait une autre banque qui ait un problème. On n'est pas à l'abri que finalement on ait des mauvaises surprises là-dessus. Donc oui, prudence, c'est un peu tout le problème, prudence par rapport à ça. Alors ce qui est tout le paradoxe, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se pontifier, c'est la partie très courte de la courbe des taux, parce que s'il y a un défaut, c'est sur la partie, c'est les taux courts américains qui vont vraiment le plus réagir. Et donc dire aux gens, allez du monétaire, sauvez-vous des banques, parce que c'est pas fiable, allez prêter de l'argent à court terme à l'État fédéral qui va faire faillite, c'est quand même tout le paradoxe qu'on vit en ce moment. Ouais, ça se joue sur des parties 1 mois, 3 mois. Bah oui, parce qu'on sait bien que l'État américain va pas faire défaut. Autour du mois de juin. Sur du 10 ans américain, ils vont pas faire défaut au moment du remboursement de la dette qui a été émise aujourd'hui à 10 ans. Donc c'est vraiment sur la dette de court terme s'ils doivent faire défaut. Thierry, que disent les entreprises dans cette toile de fond qu'on décrit? On pourra parler de la Banque Centrale Européenne, mais je voulais qu'on prenne le temps aussi de dire un mot de la première vague de résultats aux États-Unis. On a plus de la moitié du S&P 500 qui a publié. En Europe, on a beaucoup de chiffres d'affaires, de points d'activité trimestriels, mais là aussi une photographie qui est pas complète encore aujourd'hui, mais quand même peut-être des enseignements un peu génériques. Moi, je notais, en regardant le consensus des analystes sur les anticipations de bénéfices 2023-2024, que ça repart à la hausse. Ça repart à la hausse, tout à fait. Et donc, c'est un peu la conclusion qu'on peut faire de la saison des résultats aujourd'hui, c'est que les analystes sont conduits à réviser à la hausse après la publication, après les communications des sociétés. Au début de la saison des résultats, le consensus des analystes attendait moins 1% donc sur le chiffre d'affaires pour ce trimestre. Aujourd'hui, on est à plus 4%. Donc il y a quand même eu beaucoup de bonnes nouvelles sur ce trimestre. Et c'est même la meilleure saison des résultats en Europe, là je parle, depuis le 4e trimestre 2017. Donc c'est quand même d'excellentes factures. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la marge pour les sociétés qui vont un peu plus loin dans le détail, qui ne communiquent pas simplement sur leur chiffre d'affaires, la marge opérationnelle tient aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sociétés ont vraiment une capacité à passer leur hausse de prix sans que les volumes baissent de manière trop conséquente. Donc, la marge tient. Et ça, c'est ce qu'on constate depuis ce trimestre. Là, c'est ce que les sociétés nous disent. Et effectivement, les analystes étaient un peu plus prudents là-dessus. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, ce qu'il faut aussi signaler, c'est une asymétrie très marquée entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. On n'a jamais été, de longue date, on n'avait pas été sur des extrêmes comme ça. Des sociétés qui publient des chiffres qui sont au-dessus des attentes vont avoir un cours de bourse qui en moyenne progresse de 1%. Les sociétés qui déçoivent, elles baissent de moins 3,7% en moyenne. Donc il y a une vraie asymétrie sur la publication. Et le pire, c'est quand les sociétés revoient leur guidance pour l'année à la baisse. Là, on a en moyenne moins 6,4% de baisse du cours. Donc, c'est quand même très violent. Donc, c'est vrai qu'on a cette impression, parce que souvent, évidemment, quand il y a un moins 10, un moins 15, ça marque les esprits.
Mais finalement, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, c'est pas le cas d'ailleurs, parce qu'au global, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que cette asymétrie du côté négatif fait que on peut se souvenir surtout de ces éléments marquants de manière négative. Ça nous dit quoi de la situation de marché à ces niveaux de prix en Europe, notamment Thierry, qu'on est quand même, alors sans être excessivement cher au regard des standards historiques, on est quand même pricé pour un scénario plutôt positif, favorable ? Quand on regarde factuellement, comme vous l'avez signalé, les estimations pour l'année, là je parle, ne sont plus revues à la baisse, mais remontent. Ouais. Et depuis septembre, ça dépend des zones géographiques, mais entre l'été 2022 et le début d'année, à peu près jusqu'à fin février, donc on avait des révisions à la baisse. Donc, et là, depuis, donc ça fait quand même 2 mois maintenant, on a des révisions à la hausse. Donc le marché, on sait très bien, il a son carburant essentiel, c'est la progression du chiffre d'affaires et ensuite des résultats. Et là, il semblerait donc qu'on ait une inflexion et qu'on ait un allant qui se recrée. Donc effectivement, dans ce contexte-là, on comprend mieux la hausse des marchés depuis le début de l'année. Voilà. Donc c'est vrai que vous voyez bien, autour de la table, on a quand même beaucoup d'incertitudes au niveau macro, ce qui est complètement compréhensible. Par contre, au niveau micro, les sociétés arrivent à tenir leurs marges, elles tiennent leurs résultats, elles communiquent plutôt positivement. Et au global, ça remonte, ce qui fait que les marchés ont du carburant pour remonter, sans être excessivement optimistes. Comment vous jugez, Véronique et puis Christian, en tant qu'économiste, ce cas de divorce ? Bien sûr que les boîtes cotées, ce n'est pas l'ensemble de l'économie, et que l'ensemble de l'économie est beaucoup plus large que quelques centaines de sociétés cotées en Europe et aux États-Unis. Oui, mais quand même. Mais indéniablement, la santé, les résultats des entreprises au niveau macroéconomique, on n'est pas très riche pour appréhender cette sphère avec les données et les comptes nationaux, mais on commence à avoir des choses. Et les résultats ont tenu, c'est indéniable. Avec des distorsions sectorielles qu'on essaye d'approcher, qui ont l'air très importante, mais je n'en dirai pas plus parce que on n'a pas suffisamment de détails pour appréhender ça. Ce qui est intéressant en revanche, c'est d'essayer de répondre, mais d'où ça vient ? On a créé de l'emploi, on n'a pas eu de croissance, les salaires ont quand même accéléré, même s'ils sont pas, il n'y a pas de boucle prix-salaire. Et forcément, en tant qu'économiste, on va regarder la politique économique, le policy mix, l'équilibre politique budgétaire, politique monétaire. Et c'est vrai que la politique budgétaire, la jambe budgétaire, elle est quand même très, très présente. Cette présence fait que le choc inflationniste sur la demande a été vraiment réduit. Et la conséquence, me semble-t-il, qu'on voit d'ailleurs, qui est illustrée dans des graphiques, dans les publications même de la BCE, c'est que les entreprises, quelque part, on fait l'inflation. Enfin, c'est toujours les entreprises qui font l'inflation. Mais quand on décompose la contribution à l'évolution des déflateurs, donc des prix du PIB, qu'est-ce qu'on trouve ? 80% ou 70% de J'étais à 60, des mais c'est même plus. Donc on a un schéma complètement inverse aux États-Unis, où l'essentiel, quasiment à 100%, il s'agit de hausse des coûts salariaux unitaires. En zone euro, il s'agit de hausse des profits. Donc effectivement, là, je pense que c'est un beau cas d'école sur l'effet des politiques économique et de l'équilibre monétaire budgétaire, ce policy mix. La question maintenant, c'est ça tient combien de temps ? Mais dans un schéma où on a ce contexte-là sur les marges, sur les résultats des entreprises et une baisse des taux, on comprend bien que le marché soit tenté d'aller voir tout au nord, là-haut, ce qui pourrait se passer. D'autant que la baisse de l'inflation peut aussi aider un petit peu à redonner des couleurs au pouvoir d'achat et à la consommation. Est-ce que c'est ça le schéma ? Ou est-ce que réduction de l'inflation, qui semble quand même bien lancée, ça va venir comprimer les marges à un moment donné où plus aucun analyste ne pensera que ces perspectives de résultats doivent être corrigées à la baisse, etc. Voilà un peu l'ambiguïté. Nous, on est assez prudents, comme toujours, j'ai envie de dire, mais pour le deuxième semestre de cette année, précisément sur cette évolution des marges des entreprises, et puis également parce qu'on le voit d'ailleurs politiquement, ça commence à tirer. Vous avez vu que les prix alimentaires, par exemple, ce mois-ci, l'inflation
l'inflation alimentaire a fini par baisser parce que les politiques ont tapé du poing sur la table. Non, ça va peut-être aller. Les prix mondiaux baissent. On est la seule région au monde où on a Il va y avoir une pression politique. Donc, il y a des pressions politiques, etc., qui viennent et qui rejoignent. Donc je pense que tout ceci doit être. Mais est-ce que ça fera une baisse de marge forcément à l'arrivée, Véronique, puisque les entreprises vont pouvoir tranquillement modérer leur hausse de prix, voire peut-être dans certains cas renverser quasiment les hausses de prix, avec des coûts d'entrant qui auront considérablement baissé par rapport à il y a un an. Vous avez raison, et je pense que ça valide quelque part le fait que le marché tienne, même si ça prend beaucoup à rebours, beaucoup d'investisseurs à rebours, ça tient et que pour l'instant, dont acte. Enfin, il n'y a pas de raison de tirer les sonnettes d'alarme. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Banque Centrale Européenne ? Oui, quand on constate ce phénomène, Christian ? Oui, alors juste un petit mot juste sur ces profits. Attention, il y a vraiment une grosse dispersion dans les résultats sectoriels. Oui. Ça, il faut quand même faire attention. Et là, on voit qu'il y a eu des cas très particuliers, notamment l'agroalimentaire, qui tire énormément dans les profits, plus que d'autres secteurs. Donc, il y a vraiment eu des cas un peu particuliers. Et en plus, on s'aperçoit qu'il y a aussi un effet qui a beaucoup joué et qui va beaucoup moins jouer, qui était un effet pénurie. Parce que dans les secteurs qui ont le plus augmenté leur marge, ce sont ceux qui avaient des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et qui ont eu la capacité, qui ont regagné en pricing power. Mais je vous rappelle que la Chine redevient un concurrent sur les marchés européens et qu'on va avoir sûrement une pression beaucoup plus forte. Donc attention, je pense qu'il y a un automobile, effet, automobile, voilà, pouvoir de fixation des prix qu'on n'a jamais eu dans le secteur parce qu'il n'y avait plus de composants. Voilà. Et donc attention, on va revenir sur pas mal de secteurs à des choses assez normales. Et d'ailleurs, on le voit dans les enquêtes, il y a des enquêtes en Europe. Aux États-Unis, on recommence à parler de hausse de prix dans les données d'enquête dans l'industrie, alors qu'en Europe, c'est toujours en mouvement de désinflation parce que là, et ce que nous disent dans les commentaires les directeurs d'achat, c'est qu'ils renégocient à la baisse du fait de la baisse des livraisons, du fait de l'amélioration des chaînes de production. Ils sont en train de négocier à la baisse les tarifs. Donc, attention, il y a, je pense, un phénomène purement temporaire dans cette hausse des marges des entreprises et ça va se retourner assez rapidement. Donc, et pour la Banque Centrale Européenne, rapidement. BCE, par contre, rapidement, pour la BCE, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas de visibilité sur l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a encore des salaires qui progressent très vite dans la zone euro. Alors, vous allez me dire, pas suffisamment au regard de l'inflation. Oui, mais pour elle, c'est suffisant pour alimenter une inflation durablement au-dessus de son objectif de 2%. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, de l'autre, elle s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine résilience des profits. Donc, sur le passé, elle ne peut pas se dire aujourd'hui qu'elle a vaincu l'inflation. Donc forcément, elle ne peut que rester sur un biais haussier sur sa politique monétaire. Véronique, on attend de la BCE qu'elle passe de 50 à 25 ce mois-ci. La dernière fois que la Banque Centrale Européenne a rétrogradé l'incrément, le pas de sa hausse de taux, c'était en décembre en passant de 75 à 50. La contrepartie de cette réduction du quantum de hausse de taux, ça avait été un discours très agressif pour la suite. Oui, là je pense que ce sera normalement un discours ferme qui devrait préparer les esprits et les marchés au fait qu'elle n'a pas fini et qu'il y a encore au moins un quart de point à venir et peut-être deux. Et peut-être des hausses. Je pense que tout va être ouvert et que surtout, elle n'est pas prête à nous dire bon, voilà, là, on réduit parce que ça va mieux, on commence à être assuré, l'inflation, vous allez voir, nos modèles nous montrent que ça. Non, je pense qu'elle sera très prudente et que les marchés vont peut-être repricer effectivement les anticipations sur sa politique à venir. Thierry, je reviens sur la question des marges d'entreprise. Alors, il y a les secteurs où le marché y croit et les secteurs où le marché y croit pas. Sur le luxe, je crois que les investisseurs n'ont pas de problème avec le pouvoir de fixation des prix structurels des grands acteurs du luxe. En revanche, c'est intéressant quand on regarde les PE du secteur automobile en Europe, par exemple, malgré des marges qui ont été dopées par les effets de pénurie, les marges Covid, elles sont bel et bien réelles. Le PE du secteur, il est toujours aussi bas. Le marché ne croit pas que ce secteur va pouvoir reconstituer, en tout cas maintenir ce niveau de marge qui a été atteint pendant le Covid. Oui, c'est ce que je disais un peu précédemment, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je constate aucune complaisance du marché sur les secteurs. Et là, effectivement, l'automobile, c'est un bon cas de figure. On peut citer les banques aussi. La Société Générale, pour la nommer, on est à 4 fois le ratio PE, 0,3 les fonds propres. Donc c'est vrai qu'on a un coût du risque. C'est distress, hein. C'est distress. Complètement 0,3 la book value. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez des fonds propres, vous les racheteriez potentiellement à 30% de leur valeur. Moins cher. Voilà, 70% moins cher. Donc on a quand même des niveaux de valorisation qui me laissent à penser qu'il n'y a aucune complaisance et que le marché, comme toujours, ça pour le coup, il est très efficient. Donc il n'y a pas d'arrogance dans ce marché, cette hausse des marchés actions. C'est quand même, c'est des deux secteurs, là, l'automobile et les banques, très cycliques et effectivement avec des marges qui ont été effectivement poussées parce qu'il y a des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement.
que ça se paye pas très cher, ça me semble complètement logique, quoi, hein. Alors après, voilà, il faut pas non plus se tromper, hein. C'est pas un signal d'achat. C'est normal qu'à ce stade du cycle, ces secteurs-là soient pas très chers. Après, ce que je quand même confirme ce que je viens de dire, il y a quand même aussi certains dans tout ça, ça interpelle, voilà, le niveau de la valorisation de Société Générale. Moi, j'avoue que ça m'interpelle. Je n'achète jamais sur une valorisation trop faible, mais je la constate quand même et je la partage avec vous aujourd'hui. Et puis, juste un petit mot sur les sociétés du luxe françaises. On a regardé, aujourd'hui, on a quand même, les taux de croissance qui ont été affichés par L'Oréal, LVMH, Hermès, on a regardé ces trois-là. On est en moyenne à 18%. Donc plus 22 pour Hermès, plus 17 pour LVMH et plus 15 pour L'Oréal. Donc on a quand même énormément de croissance encore, tirée en bonne partie par les prix. Et quand on traverse l'Atlantique, les fameuses GAFAM, alors Apple n'a pas encore publié, ça sera moins de 5% de croissance, hein. Voilà, on est à 5% de croissance et notamment, on regardait Meta et Alphabet, donc Google, on est à 2,6% de croissance, hein. Les deux ont eu 2,6% de croissance de leur chiffre d'affaires. Pour Meta, donc Facebook, on était à 37% sur les 10 dernières années de croissance trimestrielle. Donc là aussi, c'est vrai que dans les choses qui m'interpellent, il y a eu quand même une énorme revalorisation de ces titres-là, et pour le coup, qui ne s'explique pas par un retour de la croissance comme on avait pu avoir dans le passé. Donc on sait qu'elles ont fait un gros travail sur leurs coûts, hein. D'ailleurs, on a toujours des annonces de suppression restructuration, de postes, cash, massive, buyback, etc. Mais un titre qui a été acheté pendant 10 ans sur un profil de croissance du chiffre d'affaires, ok, il peut délivrer de la croissance sur ses résultats, mais là, il me semble que la transition était très violente en bourse. Ouais, mais ils nous font rêver avec l'intelligence artificielle. Voilà. Après, c'est ça. Non, Microsoft surtout, mais bon. Non, mais même, oui. Parce que Facebook a dit que grâce à l'intelligence artificielle, ils allaient augmenter l'audience de leur site. Est-ce qu'ils vont se rebaptiser? Voilà. Meta. Génial, ça va être génial. 2021. Il faut qu'ils se rebaptisent, non, bon. c'est sûr. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, Altair Economics, Véronique Riche-Flores, RF Research et Thierry Leclerc, AlphaJet Fair Investors. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler des investissements immobiliers à travers la fameuse pierre-papier et les SCPI, dont nous allons dresser une forme d'état des lieux avec Guillaume Arnaud, le président du directoire de Sofidy, acteur majeur en France et en Europe sur le marché des SCPI, qui est à mes côtés en plateau. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. SCPI, bon, je pense que ça parle à tous ceux qui connaissent et écoutent Smart Bourse, mais c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que c'est un produit ou une classe d'actifs même qui s'est énormément développée depuis 10-15 ans maintenant et qui est devenu un produit standard de marché et même peut-être une des clés de voûte d'une allocation du patrimoine des épargnants français aujourd'hui. Guillaume, vous êtes bien placé pour le savoir chez Sofidy. L'idée était de dire un mot quand même et de faire un état des lieux, force et faiblesse un peu de ces produits SCPI dans un temps de marché qui a complètement changé par rapport à ce qu'on a connu depuis 10 ans. J'appelle ça un stress test en temps réel, mais comme beaucoup d'actifs connaissent avec le choc de taux, la question de la liquidité également qui se pose pour des produits qui sont plutôt des tunnels d'une certaine manière en matière d'investissement. Et je voulais qu'on rappelle un peu les caractéristiques SCPI spécifiques et force et faiblesse justement de ce marché en ce premier tiers d'année 2023. D'accord, écoutez, il y a pas mal de sujets différents. Alors, pour commencer, alors déjà, est-ce que la SCPI est une clé de voûte de l'épargne des Français? J'ai envie de dire pas encore, hein, parce que pour donner quelques ordres de grandeur, le marché de la SCPI, on parle de 90 milliards d'encours. Si je prends le fonds en euros, on est plutôt à 1800 milliards, donc on ne représente que 5% finalement de l'actif général. Alors, là, vous avez raison, c'est qu'il y a de plus en plus de flux dans les SCPI, à peu près de l'ordre de 8 milliards encore l'année dernière, donc 8 milliards de collecte nette. Donc c'est vrai que c'est important. Pourquoi les Français aiment l'immobilier? Ça, on sait que les Français aiment l'immobilier et on s'aperçoit que l'avantage de la SCPI, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme acheter de l'immobilier en direct, hein, sauf qu'au lieu d'acheter en direct
et de gérer vous-même l'immobilier avec toutes les tracasseries que vous pouvez avoir en immobilier locatif, eh bien vous achetez des parts d'un fonds qui va mutualiser, qui va acheter des centaines, voire des milliers d'actifs. Immorent a même 2000 actifs, par exemple. Donc, vous avez vraiment une vraie mutualisation des risques. Et donc, il y a toujours, évidemment, des risques, des problèmes de gestion. Mais l'avantage, c'est quand vous avez ça sur des milliers, eh bien, finalement, tous ces petits risques, vous avez une approche statistique. Et donc, c'est pour ça que, depuis maintenant un peu plus de 60 ans que les SCPI ont été créés, eh bien, c'est un placement que les Français aiment bien. Donc, le placement SCPI, c'est vraiment très simple. Vous achetez des parts, vous confiez donc votre argent à une société de gestion qui elle-même va acheter de l'immobilier, principalement tertiaire, bureaux, commerce, hôtels, qui va donc collecter des loyers et avec ces loyers, on verse un dividende. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement. Si après j'arrive sur le marché de l'immobilier aujourd'hui en tant que tel, qui a l'air d'intéresser beaucoup de gens, bien sûr, effectivement, on connaît quelque chose qu'on n'a pas connu depuis une quarantaine d'années, c'est une véritable hausse des taux. Effectivement, depuis 40 ans, on a connu une baisse des taux continue, si on regarde un petit peu sur longue période. Et là, effectivement, depuis une bonne année, eh bien, le taux d'emprunt français, l'OAT, est passé de 0 à près de 3%. Alors, je pense que ce qui est important, c'est bien d'avoir en tête, on parle de près de 3%. On n'est pas dans le monde US, parce que souvent, il y a un amalgame, on n'est pas à 5 et quelques, et on est autour de 3%. Oui. Donc, cette hausse des taux, effectivement, a un impact sur l'immobilier, puisque quand vous achetez de l'immobilier, vous l'achetez, en tout cas, notamment dans les SCPI, pour son rendement. Mais si vous avez d'autres produits qui deviennent concurrents finalement de la SCPI. Quand votre SCPI vous servait un rendement entre 4 et 5%, eh bien voilà, le fonds en euros était autour de 2, le livret A était à 0,5. Donc quelque part, la SCPI portait beau, si je peux me permettre. Bien sûr. Là, effectivement, vous avez d'autres produits. Il y a de la concurrence, quoi. Exactement, il y a une concurrence. Donc aujourd'hui, peut-être que la SCPI est, en tout cas le delta de la proposition de valeur de la SCPI avec des marchés plus court terme est moins important, mais elle garde quand même, je pense, des caractéristiques très importantes qu'il faut avoir en tête. Le premier lieu, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi ces taux montent ? C'est parce qu'il y a de l'inflation. Et c'est pour juguler cette inflation. Mais l'inflation, pour une SCPI, c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la plupart, même quasiment tous les loyers sont indexés à des indices qui sont très corrélés à l'inflation. Donc nous voyons petit à petit, alors c'est un effet un petit peu décalé dans le temps. Hein. On a toujours un petit peu de temps de latence par rapport au taux d'inflation. Mais vous arrivez aujourd'hui à avoir une hausse des loyers. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme une obligation à taux fixe. Ou quand vous achetez quand vous avez acheté un emprunt d'État à 0,5 pendant 10 ans, vous allez vraiment avoir 0,5 pendant 10 ans. Là, c'est différent. Vos loyers augmentent. Donc ça, c'est un premier point, je pense, positif qu'il ne faut pas oublier dans le jeu de l'immobilier. Et alors le deuxième point, qui ne s'applique pas à tout l'immobilier, c'est cette capacité à transmettre ce fameux pricing power, cette capacité à fixer les prix. Et c'est là où il faut séparer le bon immobilier. Mais bien sûr, il y a des immobiliers. Et voilà, c'est ça. Et donc, si vous avez un immobilier qui a effectivement un pricing power, qu'est-ce que c'est ? C'est, je prends des boutiques dans le centre de Paris, dans une belle rue parisienne comme, je sais pas, la rue des Francs-Bourgeois. Vous savez qu'il y a un nombre de boutiques finies rue des Francs-Bourgeois. Si vous êtes une grande marque de luxe et que vous en voulez 4, vous allez payer le prix pour avoir les 4. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a de l'immobilier sur lequel vous avez un pricing power. Mais il y a aussi de l'immobilier où vous ne l'avez pas. Je prends l'exemple de bureaux un peu, je veux dire, en périphérie parisienne où il y a un peu de vacances. Là, le pricing power, vous ne l'avez pas, donc il faut faire attention. Comment vous évaluez le risque lié à la liquidité de ces produits, ou plutôt à la non-liquidité théorique, en tout cas, de ces produits, dans un moment où beaucoup d'investisseurs sont quand même très attentifs à ce sujet-là. Et quand je dis risque de liquidité, c'est risque de voir des acteurs être contraints de vendre sous la contrainte, justement, de manière forcée, un certain nombre de portefeuilles d'actifs. C'est déjà des phénomènes qu'on a pu observer, alors sur des grands fonds américains, par exemple. C'est des phénomènes qu'on retrouve en dehors des marchés immobiliers, sur d'autres portefeuilles d'actifs, type private equity ou autres, dans le monde des actifs privés.
Dans votre univers, celui des SCPI, Guillaume, comment vous évaluez ce risque? Alors ça, c'est une chose très importante de bien comprendre le mécanisme de liquidité autour des SCPI. Alors d'abord, pour rassurer les porteurs de SCPI ou les futurs acheteurs, tout a été mis en place par le régulateur depuis 50 ans pour que ces produits ne soient quasiment jamais sous contrainte de vendre. Donc une SCPI qui a peu de levier ne peut pas être vendeur forcé. Et le problème de ces marchés un peu illiquides, qui c'est qui fait la bonne affaire, qui c'est qui fait la mauvaise affaire? Celui qui fait la mauvaise affaire, c'est celui qui est vendeur. Ouais. Alors que celui qui achète, dans ces moments de marché un peu stressés, c'est plutôt une époque où vous pouvez faire des bonnes affaires. Alors pourquoi, contrairement à certains fonds anglo-saxons, la SCPI, vous n'êtes pas vendeur forcé? Donc, la plupart des SCPI sont dites à capital variable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les mois, on va confronter l'offre et la demande. Donc, structurellement, depuis très longtemps, effectivement, il y a plus de gens qui veulent rentrer dans les SCPI que ceux qui veulent sortir. Donc, il n'y a aucun problème de liquidité chaque fin de mois. Mais si un jour, sur une SCPI, et ça arrive, il y a des SCPI aujourd'hui qui sont dans cette phase, eh bien, vous avez plus de sorties que d'entrées, eh bien, il faut prendre quelque part votre ticket et vous attendez le mois d'après, vous êtes premier sur liste d'attente ou dans les premiers sur liste d'attente pour sortir. Et si cette situation perdure, parce qu'il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées, c'est pas un mois que vous allez attendre, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et si ça continue, la société de gestion, avec le conseil de sa SCPI, peut décider de créer ce qui s'appelle un fonds de remboursement et donc va décider d'allouer un montant, 10, 20, 30 millions, où là, effectivement, la société de gestion va, à son rythme, vendre un certain montant. Et c'est ce montant qui pourra servir. On va absorber et lisser dans le temps les demandes de retrait qu'on peut avoir de la part des clients. Donc, ça peut ne pas être très agréable pour certains clients qui peuvent attendre, mais d'un autre côté, c'est ce qui assure tous les clients de la SCPI que la société de gestion ne soit pas dans une situation de vente forcée pour absolument faire de la liquidité. Et ça, c'est un des caractères majeurs des SCPI. Et si vous rajoutez le fait que vous avez souvent des actifs, et c'est pour ça qu'il faut aussi bien les choisir, vos SCPI, mais si vous regardez des SCPI qui ont des actifs très granulaires, donc qui peuvent vendre plein de choses, qui ont peu de levier, ça c'est important, et c'est souvent le cas. Je veux dire, la plupart des SCPI du marché ont entre 10 et 20% de levier. Quand vous achetez votre appartement à Paris, en général, vous mettez un tout petit peu plus de dettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, regardez bien, mais la plupart des SCPI ont des dettes à taux fixe, ont des dettes amortissables. Et souvent, on parle de tous ces fonds européens, mais en France, franchement, le système de financement est plutôt assez sain grâce à ces dettes à taux fixe et amortissables. Moi, ma question sur ces produits, sur ces portefeuilles d'actifs privés, quand on a baigné pendant 10-15 ans dans la liquidité infinie éternelle, c'est un sujet qu'on relègue un peu au second plan. Les clients de ces produits SCPI, ils ont bien conscience, effectivement, qu'on est quand même sur un produit dont le but n'est pas de retirer ou de vendre ses parts tous les mois, Guillaume. Oui, exactement. Alors c'est difficile de faire des statistiques parce qu'effectivement, mais non, c'est votre expérience, c'est votre observation. En moyenne, les gens restent plus de 25 ans dans une SCPI. D'accord. Et surtout, c'est le contrat qu'on a avec eux moral au moment où on leur dit c'est du long terme. Et alors, il y a aussi quelque chose qui vous fait passer l'envie d'acheter et vendre des SCPI, c'est quand même qu'entre le prix d'achat et le prix de vente d'une SCPI qui a des frais, alors attention, je ne parle pas des produits sans frais où là vous pouvez avoir d'autres difficultés sur la liquidité, puisque si vous pensez que ce sont des fonds liquides que vous pouvez acheter ou vendre comme des fonds actions, ce n'est pas ça du tout. Vous êtes là pour le long terme et au moment de la vente, eh bien, vous allez avoir environ 10% le marché entre le prix d'achat et le prix de vente. Et donc quelque part, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie de vente parce que quelque part, si vous l'avez porté pendant 30 ans, vous amortissez ces 10% sur 30 ans et donc c'est pas très cher. Et si vous le faites sur un an, c'est très cher. Vous dites le sans frais d'une certaine manière ou plutôt la CPI avec frais. C'est une garantie, c'est un garde-fou, c'est une incitation pour la partie prenante à rester sur la durée. Ça apporte une forme de viscosité, si vous voulez, au passif du fonds, mais qui est très positif pour ceux qui sont dedans. Parce que globalement, on est tous... C'est pas juste un prélèvement sur le porteur de part. Exactement. Et évidemment, tous les fonds dont on a parlé, qui se sont retrouvés bloqués anglo-saxons, n'avaient pas de frais. Et donc ça fait partie des mécanismes qui ont été mis en place petit à petit et qui aujourd'hui fonctionnent. Alors, c'est pas une garantie de liquidité, bien sûr. Il pourrait y avoir des problèmes. Mais vous voyez...
tout a été fait et mis en place pour que tout se passe de manière ordonnée. Oui. Et puis il y a différentes catégories de produits immobiliers. On parle bien spécifiquement des SCPI, pas des trusts américains, etc. Il y a plein de produits différents autour de l'immobilier. En un mot, pour conclure, quelle est la ligne de conduite que vous fixez aujourd'hui chez Sofidy, Guillaume ? Écoutez, c'est effectivement, cette baisse de marché, ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est accumuler un petit peu de cash. Et en fait, moi, je vois cette phase peut-être de marché un petit peu chancelant, plus comme une source d'opportunité pour des achats éventuellement à bon compte pour les porteurs. Mais encore une fois, on n'est pas là pour timer le marché, on est là pour investir à long terme et pour servir un rendement à long terme, non garanti malheureusement, à nos porteurs. Merci beaucoup Guillaume, merci pour cet éclairage sur les caractéristiques du marché des SCPI en France, précisément Guillaume Arnaud, le président du directoire de Sofidy, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.